On peut tromper 1000 fois une personne. Mais on ne peut pas tromper... Si, on peut tromper une fois une... non. C'est cela, oui, oui, oui. Vous pouvez répéter la question? Il y a toujours au moins 2 solutions à un problème. Un quoi? C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Ce que tu dis n'a aucun sens. On essaie de comprendre. Ouais, c'est pas faux. Libère-toi de tout. Oublie la peur, le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vous pouvez répéter la question. Avec moi ce soir la Dream Team, Clémence, Hello. Réchou, Salut. Emeric Hola. et moi-même. Est-ce que vous allez bien? Bah ça va et toi? Ça va? Profitez un peu? Il fait drôlement chaud pour un mi-mois de décembre, donc ouais, on profite comme on peut. Ouais, c'est clair. Eh ben, ce soir, si je vous ai réunis, c'est qu'on va parler d'un sujet passionnant. Enfin, en tout cas, moi, ça me fascine. Est-ce que, si je vous dis Skynet, vous me dites quoi? Quoi? Ah, c'était tellement spontané. Oh là là! Vous avez pas d'autres conneries à sortir? Bah, à part le quoi, malheureusement, non. Bah non, Ouais. donc Skynet, c'est le méchant dans Terminator. Effectivement, et donc c'est une vilaine intelligence artificielle. Et comme par hasard, c'est le sujet de ce soir. Les vilaines intelligence artificielle? Non, juste juste les intelligences finalement. D'accord. Donc on va aborder les différents sujets qui font peur à certains grâce à Hollywood, merci Skynet, et qui nous fascinent, qui en fascinent d'autres, comme nous ce soir. Et en dernière partie d'émission, je vous proposerai un petit exercice de pensée autour du transhumanisme et du post-humanisme. J'ai hâte. Bon programme. Depuis quand on a des examens exactement? Ah bah là, C'est la Covid, fin tout de ça. l'année, Richou, c'est les Ça y partiels. est, ouais, merde, une partielle. Crois-tu pas révisé? Donc du coup, je vais enchaîner. Nous sommes entourés par des IA, mais toutes ne sont pas identiques. Il y a les plateformes d'aide du type chatbot sur plusieurs sites internet pour les plus simples, ou celles un peu plus complexes qui servent à faire des modèles prédictifs de mathématiques. Bien sûr, nous sommes loin d'une intelligence douée de pensée ou de création de manière instinctive, mais comme un enfant, il y a une phase d'apprentissage qu'on appelle le deep learning. Il y a quoi? Le deep learning, littéralement l'apprentissage en profondeur. Ah, deep learning. Donc, c'est-à-dire que selon les besoins recherchés, on injecte les informations nécessaires et on éduque la machine pour qu'elle sache répondre correctement aux questions et aux futures demandes. On parle alors d'un jeu d'imitation. Alan Turing, si tu nous écoutes. Petit ange parti trop tôt. Mais on va revenir à la définition initiale de l'intelligence artificielle. C'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Par extension, c'est la capacité d'une machine à mimer le fonctionnement du cerveau humain. Avec cette définition lourde de sens, j'ai une question qui me semble essentielle à vous poser. Avons-nous pas là une définition qui nous invite à penser que la peur d'une domination de l'homme par les machines n'est pas juste un fantasme vu par nos doyens et attisé par le cinéma catastrophe? Oui. Moi, je vote oui. Pareil, je suis d'accord avec la dame. Eh ben, ça fait 3 voix du coup. Question suivante. On a bon? C'est bon pour les partiels? Finalement, qu'est-ce que vous pensez des intelligences artificielles? Bah, écoute, personnellement, sans rentrer dans les détails, je pense qu'elles donnent bien le change et que c'est des heures et des heures et des heures et des jours et de programmation, en fait, qui te donnent l'impression qu'elles sont capables de réagir, en fait, en instantané, mais c'est juste qu'elles ont une banque, en fait, de réponses et de réactions, impressionnantes à leur actif, quoi. Ouais, tu redéfinis le deep learning finalement. Mais oui, c'est ça. Bah, on en parle. Tu utilises des mots, on en parle. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une super évolution qu'on a pu voir depuis les années 50, justement avec Turing, entre autres, sur l'évolution de la puissance de l'informatique. Donc au début, c'était vraiment, on va dire, la puissance de calcul à l'état brut, donc la capacité à faire les mêmes opérations que l'humain, mais de manière de plus en plus rapide, hein, donc typiquement les calculs financiers, ce genre de choses. Et puis au bout d'un moment, voilà, avec Asimov et compagnie, on a pu rêver d'une machine qui soit capable de tout faire à notre place. Et donc on a vu tout ce pan
non, tu parlais du cinéma, justement, moi je me souviens, le premier film qui m'avait marqué sur ce domaine-là, c'était Wargame, je sais pas si vous l'avez vu, Ouais. mais qui était en plein dans le contexte de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, de se dire on va plutôt utiliser dans ce contexte une intelligence pour pas se faire avoir. Et très beau film que je ne spoilerai pas, mais qui est en plein dans ce que tu parles et qui fait partie de cet imaginaire un peu de se dire l'humain est mauvais, donc si l'humain faisait une machine, cette machine serait mauvaise. Et du coup, tout de suite, intelligence artificielle est associée à des dystopies en tout genre, vu que tu parlais de Skynet. Donc c'est vrai que c'est une question super intéressante, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la machine, il est trop tôt pour parler de vraie conscience ou autre, on n'en est pas là, hein. Comme disait Crevette, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est dans 99% des cas, c'est juste plein de conditions qui sont déjà gérées, hein. On peut prendre en exemple les objets du quotidien, genre Siri ou autre, hein. C'est juste que des développeurs ont pensé un peu à toutes les combinaisons possibles que l'on pouvait poser, appeler telle pizzeria, je voudrais rajouter à mon agenda. Donc il y a, on va dire, il y a la capacité à capter la question de l'utilisateur, mais derrière, c'est surtout plein de conditions. C'est juste que quand on est une grosse boîte et on a des milliers de développeurs, on peut faire des choses assez phénoménales. Mais on est très très loin de la conscience telle qu'on peut voir dans Terminator, entre autres, etc. Voilà, on en est vraiment loin. Et il ne faut pas oublier que la machine est faite par... ça reste un outil, c'est fait par l'humain, donc c'est comme n'importe quel outil, il n'y a pas de bons ou de mauvais outils. Moi, si je devais résumer les outils, voilà, en tout cas, pour donner des premiers éléments de réflexion, la machine est faite par l'humain, donc on fait ce qu'on veut, hein. La notion de est-ce que la machine peut être mauvaise, c'est est-ce que le développeur derrière est mauvais, hein. L'intelligence artificielle, ça peut être fait pour détecter les chats sur les photos, comme pour détecter les armes de destruction massive sur des images satellites. Donc, la machine n'a pas conscience de ce qu'elle fait, elle n'est pas capable de le comprendre, y compris dans les modèles de deep learning aujourd'hui. Et les réseaux de neurones, tout ça ne sont que là pour raisonner par couche, en modèle non supervisé, mais elle résout juste des grosses équations pour simplifier, mais elle n'a pas de conscience de qu'est-ce que le chiffre, à quoi ça sert, tout ça, quoi. Donc il y a un gros gap en gros entre l'intelligence artificielle de tous les jours et l'intelligence artificielle des films de science-fiction. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Emric parce que c'est quelque chose auquel j'ai pas pensé. On a beaucoup joué avec les OK Google et ce genre de choses. Et donc la première chose, c'est qu'ils réagissent très vite et ils sont capables on a l'impression qu'ils sont capables d'anticiper beaucoup de choses, mais c'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est qu'on leur rajoute des fonctions complètement obsolètes pour les humaniser. Je pense notamment à toutes les fonctions de raconte-moi une blague et ce genre de choses en fait. Où là, tu as vraiment l'impression d'instaurer le dialogue et que la machine est capable de te répondre et qu'elle s'adapte en fait à tes goûts, alors qu'encore une fois, c'est juste là pour te tromper et te donner une impression que tu as vraiment un assistant et une personne en face de toi, quoi. On Ouais. parle du coup toujours d'imitation, quoi, de simulation. C'est ça, de mimique. Alors, j'aime beaucoup les interventions à la fois de Clémence et d'Emeric. J'aimerais juste qu'on revienne à la définition en particulier du terme intelligence artificielle. Le but, ce qu'on appelle une intelligence artificielle, c'est juste quelque chose qui est un programme informatique qui est capable de simuler l'intelligence. Et donc, il y a une grosse différence parce qu'en fait, des intelligences artificielles, on en a depuis très longtemps. C'est-à-dire que je sais pas si tu joues, comment c'est en français, au morpion avec un ordinateur, c'est déjà une intelligence artificielle dans le sens où c'est un programme informatique qui prend des décisions. Si on en parle autant aujourd'hui et d'autant plus dans la science-fiction, en fait, c'est vraiment la nouveauté du machine learning et c'est encore plus vrai pour le deep learning, c'est que la personne qui crée cette intelligence artificielle ne donne pas la réponse à l'ordinateur. Elle l'aide juste à apprendre. Et je pense que c'est ça la grosse évolution de ces dernières années. C'est que du coup, on est capable de résoudre des problèmes pour lesquels nous n'avons pas la réponse. Et donc, on peut pas juste se contenter de programmer la bonne réponse dans un programme informatique.
mais on est du coup capable de découvrir de nouvelles choses et des choses qu'on ne savait pas faire avant. Je pense par exemple à AlphaGo, l'intelligence artificielle qui a battu tous les champions au jeu de Go. On ne connaît pas la stratégie optimale au Go parce que le jeu est tellement vaste que c'est virtuellement impossible de tout compter. Mais en montrant à un programme informatique comment jouer et en lui faisant faire des millions et des millions de parties, elle a fini par apprendre et par développer des meilleures stratégies que les humains. Et je pense vraiment sur cet aspect apprentissage, un programme qui est capable de découvrir des solutions par lui-même. Je pense que c'est sur cet aspect-là qu'il faut qu'on insiste le plus possible, à la fois aujourd'hui et puis demain, quoi. Ouais, Oui. c'est vrai que c'est une grosse évolution des 10 dernières années, avec pas mal de Français, justement, comme Yves Lequin. Et c'est vrai qu'on est passé, comme tu dis, finalement, les automates, hein, là, c'était des formes d'intelligence artificielle, mais l'automate, c'était, on a sa petite feuille et puis on apprend à la machine, enfin on la code pour qu'elle fasse la même chose que nous, alors que là on est passé, comme tu dis, et ça c'est la vraie évolution dans l'intelligence artificielle, où on n'a pas besoin d'expliquer à la machine comment faire, on est capable de la faire travailler sur des points sur lesquels nous-mêmes n'avons pas la solution, comme tu dis. Ça c'est vrai que c'est un gros gap, parce que là du coup, on arrive vers le domaine dans lequel la machine peut prendre des décisions et on n'est pas capable de nous-mêmes en tant qu'humains de comprendre pourquoi. C'est vrai que AlphaGo, c'était parce qu'à un moment la machine prenait un chemin et tous les humains disaient, ça c'était une vraie révolution, en disant mais pourquoi elle fait ça? Tous les bons joueurs de Go diraient que c'est une grosse erreur. Et en fait, c'est la première fois que la machine, dans cette partie, a fait quelque chose qui a dépassé l'expertise des millénaires du jeu de Go. Et ça, c'est beau, quoi. Elle a pris du coup des initiatives toute C'est seule, ça. quoi. Exactement. Je me souviens d'ailleurs à l'époque où les gens commençaient à en parler, il y avait des titres bien putaclic disant ça y est, la révolution est en marche, une machine dépasse un homme sur une partie de Go. Ouais, En fait, oui, mais c'est des symboles, si tu veux. Ouais, non, mais Les symboles sont toujours importants. Le premier joueur d'échecs qui s'est fait battre à l'époque, c'était des strats. Donc en fait, les symboles, forcément, derrière, il y a des petites putaclics, mais c'est juste pour montrer que c'est des caps qui sont franchis et qui montrent une véritable évolution. Il y a eu AlphaGo, ensuite il y a eu le premier joueur à StarCraft. Donc là, on est commencé à se dire, ça y est, on va vers des générations de machines qui sont capables non plus, pas seulement d'imiter le comportement humain, mais aussi de jouer à des jeux qui sont complètement humains. Donc il y avait une part un peu de donner de l'humanité à la machine, et c'est pour ça qu'on commence maintenant à avoir des intelligences artificielles. Il y a déjà eu le cas qui à apprendre à jouer au poker, typiquement, parce que le poker, c'est énormément de l'interface humaine, le bluff, avoir des tics, etc. Enfin, nul doute que la machine arrivera à imiter, parce qu'on reste dans l'imitation, à imiter au maximum pour en comprendre face à la puissance de calcul. De toute façon, il n'y a pas de limite par rapport à ce que peut faire le cerveau humain. Donc c'est vraiment, voilà, on va avoir toute une batterie de symboles, la première machine qui, pendant un petit bout de temps, et à chaque fois ça montre vraiment une grosse évolution. Donc, c'est vraiment un domaine passionnant. avec tout ce que tu viens de dire, Émeric, ça m'offre une super transition pour la première pause musicale, où tu parles finalement d'initiatives au sein de l'intelligence artificielle, avec une création qui s'appelle Flow Machine, qui est une intelligence artificielle qui est capable de créer une musique grâce à une énorme banque de données qui lui ont été injectées. Sachant que le titre que je vais vous proposer, donc, qui s'appelle Daddy's Care, il est très inspiré Beatles parce qu'à cette époque-là, elle était encore dans sa phase d'apprentissage où on lui injectait que du Beatles limite. Elle est coécrite par un compositeur français, Benoît Carré, qui a fait les arrangements de la partition qu'avait réalisé la machine, et il lui a écrit les paroles. Je trouve relativement intéressant de voir, enfin en tout cas d'écouter ce genre d'initiative. Donc il y a tout un album en plus qui a été fait et c'est de la même veine. Donc nous avons vu ce qu'était une IA aujourd'hui, mais dans le futur, comment sera-t-elle? Quelle sera sa place? Je pense que nous, en tant qu'humains, on va vite être dépassés par les IA, parce que, comme on l'a vu plus tôt avec le deep learning, une IA branchée sur n'importe quelle source de connaissances en saura forcément plus en un temps inconcevable à notre échelle que nous, finalement. Là, je vois autour de la table, l'âge moyen de nous quatre, il y a 30 ans à peu près. Et ça ne veut pas dire qu'on a 30 ans de connaissances accumulées, quoi. C'est quand même
alors qu'une machine, elle aura forcément ses 30 ans de connaissances tout intégrées. Aujourd'hui, j'imagine facilement qu'une IA aura une place importante dans la société, et plus particulièrement dans les domaines scientifiques, médecine, astrophysique et mathématiques, avec des puissances de calcul phénoménales, hein. Comme je disais, à mon sens, ça reste inconcevable. Mais peut-être que je suis juste un penseur, avec des gros guillemets penseur, hein, des années passées où on spéculait en fait ce qu'étaient les IA dans les années 80, que serait une IA aujourd'hui. Comment vous voyez, vous, l'avenir d'une IA ? Est-ce que finalement l'IA qu'on imagine dans le futur, c'est pas obsolète comme ce qu'on pouvait imaginer les robots il y a 40 ans maintenant ? Ouais, alors c'est peut-être un peu une déformation professionnelle, hein, parce que je travaille dans l'informatique, mais moi je trouve qu'il y a un effet très un peu Jules Verne autour des spéculations justement sur le futur des intelligences artificielles. Ce que j'entends par là, c'est que à l'époque où on a inventé la vapeur, on avait l'impression que le futur serait rempli de machines à vapeur, toutes plus perfectionnées les unes que les autres, et qu'on ferait tout avec des machines à vapeur. Alors bien sûr, ça s'est révélé ne pas être le cas, parce qu'on a fait d'autres découvertes entre-temps. Et j'ai l'impression qu'on fait un peu la même chose aujourd'hui en disant les intelligences artificielles, c'est les dernières technologies en date, donc notre futur, ça sera des intelligences artificielles ultra améliorées, ultra perfectionnées. Je pense pas que ce soit... on va découvrir à un moment ou à un autre des choses qui vont rendre obsolète le concept, je sais pas moi, d'informatique par exemple, où on remplacera tout ça par autre chose à un moment ou à un autre. Et donc se projeter trop dans le futur avec les technologies d'aujourd'hui, je sais pas trop. C'est super intéressant d'un point de vue fictionnel. Voilà, on peut créer tout un tas de dystopies ou d'utopies ou de futurs alternatifs en se basant dessus. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne approche pour une vision réaliste de ce que sera demain. Je suis assez d'accord avec ce que dit Richoux. C'est une bonne image. On le voit notamment, finalement, toute la culture aujourd'hui robotique provient des conteurs type Asimov et autres, à une époque où, avec ce qui se faisait à l'époque, voilà, on prend les mêmes et on les fait évoluer un siècle après. Aujourd'hui, en fait, je pense que l'intelligence artificielle, ça rentre dans le domaine de l'invisible, c'est-à-dire on parle beaucoup de robots, etc. Donc la robotique et l'informatique, ça n'a rien à voir. Et l'intelligence artificielle, c'est la réalité, c'est des serveurs, c'est du software, c'est pas du hardware. Donc je pense que le gros clivage qu'on peut donner entre science-fiction et réalité, c'est justement sur le plan du hardware. Terminator, iRobot, tout ce que vous voulez, c'est toujours sur des robots. Donc ça va plus dans le robotique, et finalement on associe l'intelligence à l'enveloppe, à l'exosquelette presque, alors qu'au final, la réalité, c'est des robots. Aujourd'hui, plus des 3/4 des cours de bourse, hein, la bourse c'est notre quotidien, hein, c'est ce qui régit notre monde. Plus des 3/4 des ordres aujourd'hui sont passés de manière complètement informatisée, sans qu'il y ait de contrôle en disant ah oui, je valide cette transaction. C'est des microtransactions, ça l'humain pourrait pas aller. Donc l'informatique est déjà aujourd'hui à notre domaine, là où on ne l'attend pas pour le grand public. Et du coup, voilà, être capable de savoir où on sera dans 20 ans, je pense qu'on peut le prévoir, hein. Minority Report, quand ça a été fait, c'était assez proche finalement de ce qu'on a aujourd'hui, avec la réalité virtuelle, etc. Donc je pense qu'on peut être capable de prévoir à 50 ans, hein, mais on ne peut pas prévoir comment ça sera dans 200 ans, parce que voilà, pour les mêmes raisons que il y a 50 ans, on ne pouvait pas le prévoir, et à chaque fois on a l'impression, en regardant l'histoire, en disant à l'époque, les pauvres, ils ne savaient pas quoi, mais nous-mêmes, on rigolera de nous dans 200 ans en disant à l'époque, regardez ce qu'ils imaginaient. Donc si on fait confiance au système de récurrence, c'est incapable de prévoir où sera l'informatique dans 200 ans, parce que ça va être des concepts qui ne sont pas encore inventés. Donc on peut que présupposer, hein, voir l'évolution des prochaines années, et encore c'est très difficile, hein, la mode va très vite. Mais en tout cas, dans l'intelligence artificielle, pour moi, c'est plutôt le monde de l'invisible, pas le monde du visible. Après, je serais très curieux de voir un ordinateur quantique traiter des données façon IA.
ça doit être super intéressant de voir les traitements que ça peut donner au final. Parce que quand je vois combien de temps il faut pour traiter juste les photos que fait les satellites type Hubble pour le domaine quand même visible, enfin pour nous visible, pour le temps de traitement qu'il faut pour les images, tu fous ça avec un ordinateur quantique qui normalement, le binaire, lui, enfin, il le traite en même temps, plus une IA qui est capable de faire le traitement par-dessus, ça doit être juste exponentiel au niveau de l'usage. Ouais, tout à fait. Il y a la puissance de calcul, mais c'est surtout les nouveaux usages. Et c'est vrai que les nouveaux usages, les changements de paradigme, comme on dit, de la mécanique quantique appliquée à l'informatique, enfin ça, il n'y a qu'une petite proportion de scientifiques dans le monde qui sont capables de s'imaginer ce que ça va devenir. Et ça, c'est vrai que c'est un bon exemple de voir voilà, qu'est-ce que ça révolutionnera, à part rendre les choses plus rapides. Quels seront Mais c'est un bon exemple. Typiquement, là, c'est des usages qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui parce que on fonctionne encore avec des bits, pas des qubits. Et curieux de voir ce que ça pourra donner dans un siècle, ou sera peut-être déjà remplacé dans l'ancien siècle. On va savoir. Et peut-être demain, on ne sait pas. Clémence, on ne t'entend pas trop ce soir. Je laisse parler les garçons qui se sont précipités sur le sujet. Je les comprends, c'est un peu passionnant. Dans l'ensemble, je suis d'accord avec eux. J'aimerais rajouter quelque chose. Je pense qu'il faut aussi raisonner en termes de niveau d'intelligence. Notre avenir pour l'instant et nos besoins, ce que je vois, c'est que en fait, il y a plein de domaines dans lesquels on peut pas, en fait, dans lesquels on est limité du fait de notre humanité, du fait qu'on puisse pas, je dis des bêtises, porter des grosses charges seul ou accéder à certains endroits. Donc, je pense vraiment que au niveau de l'intelligence, on va dire le niveau automate, ça, c'est voué à se développer et à être de plus en plus présent dans notre quotidien. Je pense notamment, et je vais pas trop m'étaler dessus parce que je sais que tu as une partie transhumanisme à la fin, donc on va s'étaler là-dessus un peu plus tard. Je pense notamment en fait à tout ce qui est manutention. Tous les gens qui bossent dans les hangars, tous les gens qui, bêtement, en fait, en médecine, déplacer un patient, le retourner, ce genre de choses, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire quand tu es seul. Tu ne peux quasiment pas faire seul ou alors que tu fais mal. Donc il y a vraiment plusieurs, solutions à trouver, en fait, avec ce niveau d'intelligence artificielle que j'ai envie d'appeler, entre guillemets, «basique», puisqu'on lui demande pas une réflexion, on lui demande d'exécuter une tâche à un instant T. Et La après, robotique, justement. la robotique, voilà. Et après, effectivement, par exemple, comme tout ce que Aymeric mentionnait, la bourse, ce genre de choses, c'est déjà des intelligences qui travaillent, qui font ce genre de tâches de fond, dont on n'a absolument aucun besoin d'une intervention humaine à ce moment-là. Ils sont même beaucoup plus efficaces que nous, parce que je vous rappelle quand même l'adage «l'erreur est humaine». Donc il y a certaines tâches, il vaut mieux leur laisser, à mon avis. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir, je suis un peu du même avis que Richou et que Aymeric, c'est que faut abandonner cette histoire de robot à enveloppe humaine, en fait. Que ce soit un automate basique, comme je disais, pour déplacer un malade ou faire de la manutention, en fait, tu vas la limiter dans son action. Le côté humain, en fait, tu en as besoin, toi, pour te projeter et pour avoir de l'affect et pour pas considérer cette machine comme, une menace. Mais au final, les humaniser, leur donner un corps et leur faire nous ressembler, ça va les limiter dans leurs tâches quotidiennes. Les IA, par exemple, pour tout ce qui touche à la bourse, à l'informatique, ils ont pas besoin d'avoir de corps, c'est complètement idiot, c'est des programmes et c'est bien mieux que ce soit des programmes. Oui. On va, en fait, ce que je voulais dire, c'était leur donner une enveloppe, c'est au final leur imposer nos limites alors qu'au final, elles sont là pour nous dépasser et pour faire ce qu'on n'est pas capable de faire. Donc, on arrête avec les Terminator, on arrête effectivement avec les Sony, on arrête avec, tous ces cas de figure et il faut plutôt les voir comme des outils qu'au final, dans le futur, nos égaux, je Oui. pense. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On pourrait faire le parallèle avec aussi, on arrête d'imaginer des petits hommes verts avec 2 jambes. J'ai revu Mars Attack hier, c'est pour ça. Ah oui. Et pour finir, du coup, j'aimerais conseiller à nos fidèles auditeurs les excellents ouvrages de Mathieu Bablé, Shangri-La, qui était sorti il y a quelques années et qui ressort en édition collector pour les 15 ans d'Ankama, avec un cahier graphique à la fin absolument superbe. Et plus récemment, et celui justement qui sera vraiment plus dans notre thème aujourd'hui, Carbone et Silicium, et qui parle justement du rapport à l'intelligence artificielle, du rapport à la robotique, de limiter en fait les intelligences artificielles, et en fait de tout ce passage qui se fait
en disant: «Bah, écoute, il faut que tu te mettes à notre place, donc du coup, on t'a mis dans un corps et au final, ça te limite» et plus tard, la progression des humains et tout ce transhumanisme qui va dire: «Mais en fait, je comprends pas. Moi, j'étais déjà en avance il y a 10 ans, vous m'avez fait régresser pour finalement aujourd'hui vous mettre à ma place». Donc c'est très, très intéressant. Je trouve qu'il y a pas mal de bonnes réflexions abordées et amorcées dans cet ouvrage, dans ce comics et je pense que c'est un bon moyen de se mettre à réfléchir sur le sujet, intelligemment. Donc je rappelle, c'est Carbone et Silicium de Mathieu Bablé chez Ankama, label 619. Merci pour cette intervention en Dabule. Je t'en prie. Oui, vous pouvez retrouver la critique sur une des dernières émissions Ondabule. J'allais dire, c'était incroyable d'avoir fait tout ce segment et de ne pas avoir mentionné Ondabule une seule fois. Et je ne pirate pas mes autres émissions. Il faut savoir rester professionnel un peu. Je voudrais juste faire quand même une toute petite aparté là-dessus, sur le côté enveloppe et tout ça. Je pense quand même que dans certains cas, ça peut être intéressant de garder de manière physique un bras ou deux. Je pense notamment dans la médecine, parce qu'il y a quand même eu, il n'y a pas longtemps, une intervention faite à distance avec un chirurgien qui a fait une intervention du coup en utilisant des bras mécaniques pour faire l'intervention. Ça me pose aucun problème en fait qu'on me dise dans 10 ans bah écoute, tu vas te faire opérer par cette machine. Elle sait comment elle va faire, ton dossier, elle le connaît par cœur, elle sait comment il faut inciser. Dans certains domaines, je pense que garder une enveloppe physique, on reste pas dans l'utopie de mettre un corps humain. Je parle juste, paf, deux bras avec scalpel, etc. Voilà. Je pense que c'est pas inintéressant quand même, d'une certaine façon. Bien sûr, pour parler enfin, juste rapidement, je me suis fait opérer des yeux l'année dernière et c'était une machine qui m'a opéré, par exemple. Petit aparté, je laisse la parole à Crevette. Ah, merci. Oui, non, c'est pour ça que je parlais bien en fait de niveau d'intelligence et surtout de besoin. C'est que je suis pas pour en fait supprimer l'enveloppe corporelle des intelligences artificielles. C'est juste qu'il y a certains cas dans lesquels c'est utile, dans l'autre pas du tout. Et ce que j'entendais par, enfin vraiment, c'est cette enveloppe, c'est ce mimétisme en fait, c'est Oui. ce mimique de l'humain quoi que je trouve Oui. inutile. Après, il y a des cas de figure dans lesquels ce sera nécessaire. Par exemple, pour cette histoire, je reviens toujours à ça parce que c'est vraiment très parlant. Retourner un patient, t'as pas besoin d'avoir un robot qui a une forme d'homme. C'est-à-dire que tu peux très bien partir sur des systèmes en fait de rouleaux qui vont simplement retourner le patient avec des draps ou ce genre de choses. Enfin voilà, mais en fait, c'est effectivement garder, penser anatomiquement le fonctionnement avant l'anthropomorphisme. C'est surtout ça. Par exemple, quand tu bosses dans des chaînes, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble les chaînes de montage des voitures. Il y a plein d'automates, en fait, où tu pourrais revoir un bras, une pince, ce genre de choses. Donc effectivement, mais par exemple, pour revenir à ton exemple de ton chirurgien, je suis pas sûre qu'il ait besoin d'un auriculaire, tu vois? Ah non, totalement. Non. Donc Mais voilà. c'est vraiment abandonner cette représentation humanoïde et vraiment passer sur quelque chose de fonctionnel. Après, effectivement, dans certains cas de figure, quand tu vas vouloir faire, de l'aide à la personne ou ce genre de choses, il va peut-être aussi falloir prendre en compte l'aspect, rassurant. On l'a vu, en fait, par exemple, pendant la pandémie du covid, dans les unités de soins intensifs, au niveau, de la prise en charge des soins et ce genre de choses, les soignants qui étaient en blouse blanche, masque complètement intégral, on voyait pas en fait leur visage, ont fini par coller leur visage, des photos de leur visage en fait sur leur torse pour que les patients voient, à quoi ils ressemblent et qu'il y ait une meilleure cohésion, une meilleure guérison et une meilleure, acceptance en fait enfin, pour recevoir les soins tout bêtement. Donc il y a quand même besoin d'un aspect humain à certains moments et je pense que dans d'autres ça ne s'applique pas. Et dans la majorité des cas, il y aura pas besoin en fait d'enveloppe et de visage et en fait, en plus on en parlera plus tard, mais il y a cette vallée de l'étrange qui existe en animation et qu'à mon avis on va retrouver en robotique et qui est vraiment, angoissante quoi. Oui, pardon, je voulais juste dire, il y a vraiment deux sujets distincts pour moi. Il y a la robotique, d'accord? Donc ça, c'est le côté enveloppe physique. Et il y a de l'autre côté, il y a l'intelligence artificielle. C'est deux sujets qui sont complètement transverses. Donc, c'est deux sujets pour moi radicalement différents. C'est-à-dire que on peut avoir un automate qui fait des choses,
Mais donc ça, c'est le côté exosquelette, etc. Mais l'intelligence artificielle, c'est vraiment le cerveau qui lui dit, est-ce que là, il se déplace à gauche parce qu'il a été programmé pour faire des choses statiques, typiquement usine de construction, etc. Versus l'intelligence artificielle, où là, c'est la personne qui décide, enfin, c'est l'ordinateur, pardon, lapsus, qui décide de faire l'action, quoi. Donc, le sujet de l'intelligence artificielle, c'est vraiment celui-là, c'est qui prend la décision. Le côté enveloppe ou autre, pour moi, c'est un autre sujet. C'est en effet celui du transhumanisme, mais je dissocie vraiment les deux sujets qui n'ont rien à voir, et je pense que c'est vraiment important de les entremêler, quoi. De les désentremêler, de démêler, voilà, vous avez compris. De faire une scission avec eux-mêmes. Voilà, exactement, c'est une belle citation. Ouais. Après, je pense, enfin, je me suis peut-être mal exprimé pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Je disais pas qu'il y ait une enveloppe physique à une IA, hein. Je disais juste que dans le domaine médical, une IA pourrait savoir comment faire l'intervention et vraiment agir en conséquent, tout en ayant quand même ses deux petits bras pour faire son opération. Oui, mais tu pourras avoir une intelligence artificielle qui diagnostique automatiquement et qui conseille à un chirurgien humain fait plutôt ça. Tu vois, pour moi, vraiment les deux sujets sont complètement décorrélés. Ouais. Enfin voilà, Je pense qu'on ça n'a rien à voir, quoi. On pourrait faire un sujet totalement tout entier là-dessus. Mais ouais, c'est dans les deux cas, en fait, je pense que c'est pas. Enfin, on peut réfléchir dans les deux sens, en fait. Faut séparer le corps du cerveau. Est-ce que Richou, tu as. Ouais, bah en fait, moi, ce que j'aime beaucoup là dans la petite conversation que vous venez d'avoir, c'est que vous convergez vers ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des IA qui sont spécialisés dans la prise de décision pour un domaine particulier et derrière des systèmes plus traditionnels pour appliquer la décision de l'IA au monde réel. Si on revient par exemple à Siri, en fait, la seule partie intelligence artificielle dans Siri, c'est la reconnaissance de la voix. Il y a que là qu'il y a du machine learning, donc où, à partir d'un enregistrement, de comprendre ce qui a été dit par la personne. Là, il y a de l'intelligence artificielle, enfin du machine learning en particulier, mais derrière, c'est juste un système informatique normal ou traditionnel qui va chercher l'information sur Internet et puis qui la retransmet via le haut-parleur sous forme d'une phrase, quoi. Et là, il n'y a pas du tout d'intelligence artificielle qui est impliquée, en gros. Donc on a des IA qui sont extrêmement spécialisées et qui peuvent avoir besoin d'un corps, pour reprendre vos termes de tout à l'heure. Mais dans tous les cas, elles restent spécialisées dans une tâche. Et derrière l'idée d'un robot anthropomorphe, je pense que ce qui se cache derrière, c'est le fantasme d'avoir une IA qui fait tout ce que fait un humain, en fait. Aujourd'hui, et même dans pas mal d'œuvres de science-fiction, les IA ne font qu'une chose et ne sont pas connectées entre elles pour réaliser un ensemble de tâches cohérentes comme le ferait un humain. Par exemple, on parlait de l'IA pour jouer au Go, elle ne sait faire que ça, elle sait que jouer au Go. Elle ne sait pas composer une musique, elle ne sait pas te donner la météo, elle ne sait pas parler, elle sait que jouer au Go. Et si on avait... et ce qu'on retrouve dans la science-fiction, c'est quand même une intelligence artificielle qui serait capable de faire plein de choses à la fois, quoi. Et ça, aujourd'hui, ça reste justement de la science-fiction. Oui, je pense que c'est sur ces mots que je vais reprendre pour faire la conclusion de cette partie. Finalement, on a autant d'intelligence artificielle qu'il y a de domaines d'application, et l'intelligence artificielle unique capable de tout faire n'existe pas, et j'ai des doutes sur le fait qu'elle existe un jour. Maintenant que nous avons eu une vue d'ensemble sur l'intelligence artificielle, je vais vous proposer un petit exercice de pensée. J'aimerais en fait avoir votre point de vue, vos pour et vos contre. Imaginez demain, vous pouvez télécharger votre conscience dans un corps artificiel et abandonner votre enveloppe physique. Vous êtes physiquement immortel. Et là, je vous parle juste transférer votre conscience dans une enveloppe artificielle. Donc vous êtes toujours... Enfin, en fait, concrètement, vous êtes un robot humain, quoi. Est-ce que vous le feriez ? Une bonne question. Non. Ouh, ça part en philosophie, là. Voilà. Qui veut commencer ? Je peux me lancer, hein. Moi, je suis persuadé que ce qui fait la beauté de l'humanité, c'est, comme pour la rose, c'est son côté éphémère.
Donc je pense qu'il n'y a rien de pire que de vivre éternellement. Après, si je transforme la question en enlevant le côté intemporel, ad aeternam, vivre via un transfert de conscience, je pense que ça peut être génial, parce que ça pourrait te permettre de durer plus longtemps, d'avoir des possibilités de malade. Si tout est dans ta conscience, tu pourrais voler, utiliser plusieurs robots pour faire plein de choses. Donc ça, moi, je serais complètement pour. Ce qui définit le plus l'humanité, c'est son cerveau, c'est pas son enveloppe. Et du coup, voilà. Donc par rapport au côté intemporel, non. Mais si c'est le transfert lui-même, pour moi, j'ai aucun souci. J'aurais aucun souci à le faire, je pense. Ok, merci. Clem, Mhm. tu avais dit tout de suite. Moi, c'était non. Déjà, l'argument principal, c'est le même qu'Emeric. Je pense que cette volonté de se renouveler, de créer, de laisser une empreinte, en fait, dans le monde, elle vient, en fait, de notre nature éphémère, complètement. Je pense qu'on n'en serait pas du tout là si on pouvait vivre éternellement. Et je me dis, transférer des névroses dans un corps synthétique, ça doit être sympa. Je pense qu'à un moment, je me demanderais si j'ai vraiment été humaine à un moment, ou si je suis une intelligence artificielle à qui on a fait croire qu'elle était humaine et qu'on l'a mise dans un robot. Tu vois. Je connais pas. Enfin, on sait aujourd'hui qu'il y a des dégénérescences de l'esprit humain qui sont physiques. Je me demande s'il y en a qui sont psychiques, et je me demande les effets sur une conscience humaine de vivre éternellement. Oh bah, il y en a, hein. Je veux pas faire de politique, mais tu le vois. Eh ben, justement, pour le savoir, une seule solution, tester. Donc C'est moi, ton point juste... de oui, je dirais que oui. Je pense, ne serait-ce que... Enfin, faut voir peut-être le contexte autour, mais ne serait-ce que pour avoir l'expérience justement de cette idée de devenir un robot, en gros, ouais, je pense que je le ferais. Vivre éternellement, enfin, la question de la vie éternelle, je sais pas trop, enfin, je peux toujours décider si le jour où j'en ai marre de me suicider. Donc, le problème de la vie éternelle qu'on pose en général, genre, je crois que c'est chez les Juifs, par exemple, que la vie éternelle, c'est considéré comme un supplice. Mais c'est que t'as pas le choix, en fait. Tu vas vivre éternellement, mais si à n'importe quel moment tu peux dire bon bah ça y est, j'ai eu ma dose, bonne soirée tout le monde, pourquoi pas. Et puis après voilà, ce que mentionnait Emeric avec toutes les possibilités du corps qu'on me donnerait, c'est quand même assez excitant, on va dire, d'un point de vue, enfin, de toutes les possibilités que ça pourrait ouvrir. Moi, c'est quelque chose qui me tente bien. D'accord. Clem, tu... C'est que je suis une flemmarde de nature, et je me dis, si déjà j'ai tendance à vachement procrastiner, et si on me dit que j'ai l'éternité pour le faire, à mon avis, je vais pas faire grand chose de ma vie. Oui, ouais. Ok. Mais du coup, si à ça je vous ajoute le fait que vous pouvez vous connecter à un réseau global et que vous pouvez trouver un monde en fait qui simule une vie virtuelle, je dis vie entre guillemets, vous pouvez pas le voir, mais je l'ai fait physiquement, et où vous pouvez en fait passer du bon temps. Si votre préoccupation principale c'est les plaisirs de la chair, bah, vous pourrez le faire là par exemple. Welcome to Westworld. Et du coup, pour faire une analogie simple, vous êtes à la fois Néo dans la matrice et une machine. Est-ce que là, tout de suite, ça vous paraît plus alléchant? Pourquoi tu différencies Néo et machine? Il y en a qui cherchent la merde. Je comprends pas la question. Néo est une machine. Ouais, toi, t'as trop lu. Ah bah non, pas du tout, c'est un programme. Ça, c'est le problème de ceux qui s'arrêtent au premier. C'est tout expliqué dans les deux d'après. Ouais, alors... C'est un programme ou c'est un robot? Faut savoir, fallait séparer le corps de l'esprit tout à l'heure. C'est vrai. C'est un Robespierre, programme. là, qui veut séparer la tête des corps, ça suffit. Je valide. Prochain nom pour les prochaines émissions, vous m'appellerez Robespierre, les gars.
Pour répéter la question, du coup. Je sais pas, c'est un peu la même chose que dans la Matrice, au final. Tu vis sans vivre. Tu serais un humain éternel à Oui. travers donc ton corps artificiel. Oui. Tu aurais ta meilleure vie, tu ferais ce que tu veux. Mais si tu as envie de retrouver les plaisirs d'humain, tu te mettrais dans une matrice. Et tu serais du coup l'équivalent de Néo, là où tu pourrais en fait ce que tu veux, ce que tu veux à toute proportion gardée. En fait, tu as envie d'aller manger un steak, tiens, pourquoi pas, référence à Cypher. Tu le ferais, tu aurais le plaisir du goût, etc. Vu que finalement, vu que c'est un réseau global, on aura tout reconnecté, aussi tout ce qui est pensée global. Donc les souvenirs, donc on sait à peu près, on saura forcément dire que ce goût-là, on sait on sait quel goût ça va avoir, etc., etc. Donc tu vis sans vivre, au final. T'aurais 2 vies en fait. Je te propose de vivre 2 vies. À la fois une vie de plaisir virtuel et en même temps une vie éternelle où tu vas profiter finalement de tout ce que la nature peut t'offrir. Je galère déjà avec une, imagine avec deux. C'est exactement comme tu dis, Cypher, qui fait le choix dans la matrice de être reconnecté à la machine, parce que il veut ressentir. Donc le cerveau humain, surtout si on est sous la forme de programme, tu peux le paramétrer comme tu veux. Donc en soi, pour moi, c'est pas vivre sans vivre, dans le sens où si le cerveau a l'impression que c'est la réalité, il y a aucune. Enfin, voilà, je fais si je mange quelque chose. Et qui est bon, c'est parce que c'est mes sens à travers mes organes qui envoient des influx nerveux à mon cerveau. Mais le fait de dire j'aime ou j'aime pas, c'est que le cerveau. Donc on peut couper, isoler cette partie process et remplacer tout le reste par de l'informatique. Donc est-ce que c'est parce que c'est une illusion? Enfin, si ça se trouve, on vit déjà dans une simulation, on s'en rend pas compte. Donc après, c'est pour ça que c'est vraiment une question philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire l'humanité ou autre? Et moi, je sais que j'ai un avis peu humain là-dessus. Enfin, ça me dérange pas de réduire, pardon, l'humanité à peu de choses, à des influx nerveux. Donc pour moi, c'est pas vivre sans vivre. Là, je pense que c'est plus une question philosophique, du coup, après, mais voilà. Tu voulais rebondir du coup, Clémence? Oui, moi, là, en fait, c'est un peu le même problème que Cypher. Et d'ailleurs, je me suis mis pas mal de potes à dos quand on discutait de Matrix, parce que on m'avait demandé, on m'a dit, toi, si jamais tu vivais dans la Matrice, tu préférais le savoir ou pas? Ben non, carrément que je préférerais pas le savoir. Je préfère finir ma vie comme ça et vivre et être heureux et insouciant que de découvrir cette réalité-là, quoi. Enfin, sans déconner. C'est l'allégorie de la caverne. Si tu veux, c'est ce que je disais, c'est vivre sans vivre, parce que du coup, je sais, tu vois, tu fais la démarche de te connecter, tu sais que tu y vas et que ce que tu vis n'est pas réel et que c'est virtuel. Mais si je le savais pas, ça me poserait pas de problème. Mais vu que je le sais, ça risque de me poser problème. Je vois. Richard, on t'a pas entendu sur cette partie? Non, parce que je vois pas, comment dire, je vois pas trop la différence avec la première question. C'est-à-dire que si je suis déjà, si je suis déjà transféré dans un corps robotique, je peux déjà faire tellement de choses que, au final, créer un monde virtuel en plus, ça change pas vraiment ma réponse, ma première réponse au final. La nuance entre la question 1 et la question 2, c'est la première, c'est tu es juste une enveloppe artificielle. La question 2, c'est la connexion à un réseau global. Tu peux échanger en temps réel avec n'importe qui dans le monde à travers cette espèce de réseau social. YouTube en port Ethernet dans ta nuque, pour pas dire autre chose. Bah, ouais, au final, tant que j'ai le choix et que si je veux pas y aller, j'y vais pas, et que si je veux y aller, j'y vais. C'est une option qu'on ajoute, mais ça change pas fondamentalement la question, quoi. Ok, je peux comprendre aussi ton point de vue. Bon, vous êtes un peu réfractaire à tout ça, j'ai l'impression. On a un peu aussi peut-être aussi du mal à s'imaginer tout ça, parce que c'est vrai que c'est totalement utopiste ou Ça nous dépasse un peu. Ça dépend du point de vue.
à choisir, vous préfériez juste vous optimiser, et c'est là que je fais le lien avec le transhumanisme. Ouh, joli. Dites-moi tout. Est-ce que quand tu parles d'optimisation, est-ce que tu parles d'optimisation définitive ou d'optimisation ponctuelle? Et ben, c'est là la grande question finalement du transhumanisme, parce que les grandes théories finalement du transhumanisme, c'est de pouvoir s'optimiser, tu vois, comme dans Gun, où tu peux te modifier à façon, et c'est de manière définitive. Après, si tu parles d'exosquelette, là, c'est plus tellement du transhumanisme, c'est autre chose, en C'est du transhumanisme parce qu'on parle d'exosquelette, nous, en tant qu'aide ponctuelle pour des métiers, alors qu'il y a quand même des cas de figure dans lesquels on parle de reconstruction corporelle, quoi. Mhm. Moi, je pense aux exosquelettes, par exemple, pour les gens qui ne peuvent pas marcher Ouais. et qui finissent par avoir au final le bas du corps complètement motorisé avec ce qu'on appelle un exosquelette. Hein. On ne parle pas de prothèse, là, c'est vraiment enfin, deux jambes qui se mettent à marcher et qui utilisent en fait ton corps comme support, mais elles sont autonomes. Et donc, j'aurais beaucoup de mal à te répondre parce que moi, je suis quelqu'un qui est très sensible au body horror, aux biomécaniques et ce genre de choses. Ouais. Ça me fait pas du tout rêver, ça me fait même plutôt l'effet inverse. Donc, après, il y a pas mal de choses qui pourraient être, comment dire, facilitées. Notamment, je pense à tout ce qui est dégénérescence avec la vieillesse, la sénilité, Alzheimer, ce genre de choses. Peut-être que ça pourrait être endigué. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça doit être endigué? Quand on voit aujourd'hui ce que ça cause comme question et comme problème, les populations vieillissantes, avec des populations beaucoup plus vieilles, enfin avec beaucoup plus d'une population beaucoup plus vieille qu'une population beaucoup plus jeune. Est-ce qu'il ne faut pas repenser complètement notre société avant de partir là-dessus? Est-ce que, enfin, tu vois, ça a tellement de répercussions sur tellement de choses que je ne saurais pas du tout par quel bout le prendre en premier lieu. Oui, c'est sûr. Après, je pense que si tu... moi, je vois d'un point de vue perso, c'est vrai qu'on a la chance, entre guillemets, de s'être fait opérer de notre myopie avec Emmerich. Et je me dis, pourquoi pas se faire remplacer carrément les yeux, quoi. C'est un petit peu comme dans Thor, où il a perdu son œil, paf, il a un implant bionique. Moi, là, ça me vend un peu plus de rêve, en fait. Bah, c'est pour ça que ça rejoint ta première question. Le truc extrême, c'est finalement, c'est le transhumanisme extrême, c'est tu supprimes toute ton enveloppe corporelle, Ouais. un peu comme la série Alter Carbone, justement, qui traite exactement de ce sujet-là. Mais après, remplacer l'œil ou pas, enfin, ne serait-ce que les médicaments, c'est une forme d'évolution où l'humain invente des choses, des prothèses. Enfin, c'est une évolution continue de l'amélioration. On est dans cette lignée-là depuis déjà des millénaires. Et la forme vraiment extrême, c'est de dire bon bah je garde que ce qui me définit moi en tant qu'humain, c'est mon cerveau, et tout le reste, la dégénérescence, d'où le transfert de la première question finalement. Il y a les pouces opposables aussi. Richard, tu as quelque chose à dire? Oui, qu'est-ce que c'était? J'ai oublié. Non, c'est bon. C'était vis-à-vis tout ce qui est médecine et notamment voilà, allongement de la durée de vie et remplacement des parties qui peuvent se mettre à mal fonctionner avec l'âge. J'ai l'impression qu'on va arriver peut-être d'ici quelques temps à une époque où en fait l'objectif ce sera plus de vivre aussi longtemps que possible. Parce que depuis toujours, l'objectif, ça a été de rallonger autant que possible l'espérance de vie, de soigner les maladies, de vivre en bonne santé, etc. Mais avec justement tous les problèmes que mentionnait Crevette de vieillissement de la population, on va peut-être arriver à un moment, notamment à travers le transhumanisme, on va se dire, en fait, on atteint des durées de vie où on n'a plus envie d'aller. Cool, on a tous 120 ans, on a tous 130 ans, est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il y a une partie de la population qui va commencer à dire non mais moi 130 ans j'ai pas envie en fait, laissez-moi mourir. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la question, est-ce qu'on doit le faire? Je trouve que c'est l'une des parties les plus intéressantes de tout ce qui est soulevé par le transhumanisme justement. Ouais, ça Est-ce creuse que parce les qu'on peut le inégalités en faire, plus. on doit le faire? Mm.
Oui, et puis si tu rebranches tout ça dans le modèle économique où il n'y a que les riches qui peuvent se le permettre, C'est ça. alors là, tu... Repomen, excellent film. Je vous le conseille. Repomen. Repomen, c'est une société dans laquelle on a réussi à faire des organes, factices, enfin artificiels. Le problème, c'est que pour te soigner, il faut les payer à crédit et quand tu les payes pas, on vient les récupérer. Mm. Voilà. Ouch. Oui, ça fait mal, hein. Non, mais c'est vrai que finalement, déjà rien qu'aujourd'hui, on a des progrès dans la science quand même qui permettent de faire des choses assez impressionnantes en matière de prothèses, où tu vois des prothèses de bras qui sont assez folles. Et je me dis que ça pourrait très bien être envisageable à une échelle où en fait tu pourrais couper la poire en deux en disant que tu gardes ton espérance de vie, on va dire, normale, mais dans la mesure du possible, tu peux être un humain entier. Je pense notamment aux prothèses de type Raptor, en fait, pour les athlètes, tous ceux qui font de la course et ce genre de choses qui sont absolument formidables. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, là, on a complètement squeezé le côté anthropomorphisme pour aller vraiment à l'essentiel et au final au but de cette prothèse, au but recherché en fait en premier lieu. On enlève la partie humaine, ce qui ressemblait à une jambe normale, à un mollet, à ce genre de choses, pour ne finalement se concentrer que sur le but. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on parle de prothèse aussi, mais une autre forme, alors, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment lié au transhumanisme, mais c'est aussi la manipulation génétique à travers justement des romans comme Gattaca. Ce qui est intéressant, c'est que là, on cherche c'est des patchs. Il y a des accidents de la vie, quelqu'un qui perd une jambe, on va lui remplacer. Mais l'évolution de l'humanité, et là pareil, on rentre dans des grosses questions éthiques, c'est aussi la manipulation génétique en disant, au lieu que la personne naisse sans jambes à cause d'une maladie, on le fait aujourd'hui déjà sous des formes de trisomie où les personnes font le choix d'avorter plutôt que d'avoir une personne handicapée. Et ça pose plein de questions sur la manipulation génétique. Là-dessus, pour essayer de sélectionner, c'est une sélection, les meilleures entités avec le meilleur corps pour faire, si on veut que toute l'humanité passe à 120 ans, ça peut aussi passer par ce type de manipulation génétique. Vulgairement, c'est du génisme. Les derniers qui ont fait ça s'est pas très bien passé. Exactement, ouais. Mais c'est tout. C'est le film. Je conseillerais le film Gattaca qui traite exactement de ce type de sujet. Et c'est une autre forme aussi une autre manière d'arriver à une population qui grandit et tout. Et c'est vrai que la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment en arriver là, sachant que dans notre modèle économique, ça fait faire que la création de disparités, parce que évidemment, il faut de l'argent. Et au moins quand on était tous raccord avec notre enveloppe corporelle. Là, ça finirait finalement de dire si tu veux payer, si tu veux avoir tel gène de génie dans tel ou tel domaine, c'est tant et tant. Ce serait encore un modèle économique avec des loot box peut-être, on peut faire le parallèle. Un free-to-play, tu peux vivre, mais si tu veux être mieux que ton voisin, voilà, on va venir après avec c'est intéressant comme sujet. On peut avoir des bonnes évolutions, un bon modèle économique là-dedans. Oui. Après, moi, je t'avoue que l'idée de devenir éternel me fascine assez bien parce que j'adore voir la nature et notamment, ce qui me fascine le plus, c'est quand même l'astronomie. Et j'aimerais pouvoir voir la fusion des galaxies Andromède et Voie lactée, tu vois. Ça, c'est ce genre de truc qui me ferait kiffer. Et c'est pour ça que j'aimerais devenir un peu éternel, on va dire. Et c'est vrai que bon, c'est voir l'impossible qui me pousserait à faire ça. Le plus extraordinaire, est-ce que c'est de pouvoir assister à un événement fantastique alors que tu as une vie, on va dire, millimétrée, limitée dans le temps, ou alors de finalement, on va dire, transcender ton existence et devenir éternel et à ce moment-là, au final, effectivement, tu assistes à plein d'événements fantastiques, mais ils ont un peu moins de fantastique parce que tu as vécu suffisamment longtemps pour pouvoir y assister. Et tu vivras encore après ça. Ouais, Parce que au final, la réflexion, c'est j'ai vu ça de mon vivant. Et du coup, si tu enlèves cette notion de durée de vie courte et de vivant, est-ce que c'est aussi fantastique? Je ne sais pas. Perso, au bout de la 10e supernova, j'étais blasé. La 3e va vous surprendre, mais la 10e, moi. C'est ça.
Non, mais le côté éphémère, hein, c'est ça. Parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit une vie parfaite dans laquelle on peut tout faire. Et je me suis dit, mais bah non, une vie parfaite, c'est pas une vie dans laquelle on peut tout faire. Parce que si tu peux tout faire, enfin, tu te fais chier. Des fois, il y a des choses, enfin, ne serait-ce que par. Enfin, des fois, c'est les problèmes de riches, hein, mais je me dis, quand t'es ultra milliardaire, hein, ça doit être frustrant de te dire, oh, je voudrais ce bateau. Bon, bah, je peux me l'acheter. C'est fait. Check. Voilà. Ouais, il y a ce côté aussi, comment dire, je pense que tu as plus de plaisir simple. Genre, tu vois, de mon vivant, si j'ai vu une éclipse solaire et des aurores boréales, je trouverais ça extraordinaire et que j'ai eu de la chance. Si je suis éternelle, je vais déjà commencer à faire la planète de fond en comble et ensuite, oh, tiens, super, une aurore boréale, c'est jamais rien que la 5e cette semaine. Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Ouais. Mais du coup, enfin voilà, c'était un petit peu l'exercice de pensée de ce soir. Je vous remercie beaucoup de vos retours. J'invite aussi nos auditeurs à avoir cet exercice de pensée, à nous dire eux ce qu'ils en pensent, parce que je trouve ça intéressant. On a eu 3 points de vue très différents, mais en même temps assez similaires dans le fond. Je trouve ça intéressant finalement. Enfin, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse continuer ce débat dans les commentaires. Voilà. J'espère que ce sujet vous a passionné autant que nous. Enfin, moi, je sais que c'est un sujet qui me passionne énormément. Et peut-être un mot de la fin? Pas de mot de Allez fin. jouer à Cyberpunk, mais pas tout de suite. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup. Et ben, on va reprendre les mots. Allez jouer à Cyberpunk, mais pas demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut! On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Enfin, j'espère que vous n'avez rien compris. Vous pouvez répéter la question? Parfait, il n'a rien compris. L'essentiel, c'est que ça valide. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Alors moi, il m'épate. Oui, c'est notre culture. Tu serais pas un peu con, lui? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Méfiez-vous des cons, il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Au revoir.